mes côtés pour nous accompagner. Hélène Pio, journaliste au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour Alain, bonjour à tous. David Cobol, bon qui est anniversaire. là depuis 20 ans aussi. David, pour le plus grand bonheur, toujours le cofondateur de l'Académie des vins et spiritueux. Bonjour Alain et à tout le monde. Et également Philippe Orbach, notamment meilleur sommelier du monde. Et également fidèle depuis 30 ans au micro d'une Vélo Sud Radio, Philippe. Absolument, depuis 20 ans. Eh oui, alors on continue d'évoquer, comme hier, un premier numéro spécial, ce qui a changé en 20 ans dans la vie du vin. Et on commence par le réchauffement climatique. Comment, Hélène Pio, cette réalité a affecté le monde du vin ? Elle l'affecte énormément puisque voilà, c'est d'abord une agriculture, le vin. Alors, plutôt que de réchauffement, il faut évidemment parler de dérèglement. D'évolution. D'évolution. Et comme toutes les évolutions, il y a des côtés positifs, des côtés négatifs, on va les aborder. Il y a des gens qui souffrent énormément de ce dérèglement. Et puis il y a cette magnifique découverte que la vigne peut s'adapter sur des terroirs où on ne l'attendait pas. Donc il y a de l'espoir, mais dans les médias, il y a beaucoup de souffrance aussi. Philippe Orbach, quand on voit notamment le sud de la France, les vignobles du Roussillon par exemple, où là il n'a pas plu depuis 3 siècles, il y a des tout petits raisins, des petits rendements, c'est mal valorisé. Enfin, tout ça, c'était pas comme ça il y a 20 ans quand même. Hein. Non, on avait l'impression que les choses étaient acquises et qu'elles restaient stables, et finalement le monde bouge. Mais quand on regarde un peu juste les 20 ans, on va les étudier, mais même sur le long terme, sur le très long terme, il y a eu des périodes glaciaires, des périodes de sécheresse, etc. Il y a toujours eu des mouvements. Ce que l'on vit aujourd'hui, c'est plus en accéléré. Donc on est très perturbé parce que c'est des choses auxquelles on s'attendait peut-être dans le futur, mais pas de les vivre nous. Le Roussillon, que vous connaissez bien, mon cher Alain, c'est dramatique. Il y a des endroits où il n'a pas plu depuis plusieurs années. Et quand il y a eu une pluie, elle était juste tellement éphémère que ça saupoudrait le sol. Alors, la vigne a cette résilience particulière. Et s'il y a toujours de la vigne dans ces endroits-là, c'est que réellement, les racines font leurs effets, que certains terroirs, et les grands terroirs, comme toujours, s'en sortent un peu mieux. Ça reste très compliqué, notamment en matière de rentabilité, puisque les rendements, tout simplement, sont impactés de façon considérable sur ce climat-là. Donc c'est dans 20 ans, il n'y aura plus de vignes dans le Roussillon, selon vous ? En tout cas, ça sera compliqué. Il y en aura certains qui auront récemment disparu. Et il y aura récemment aussi peut-être d'autres cépages qui seront utilisés. Parce oui, ça c'est une lueur d'espoir quand même. C'est vrai que ça joue là-dessus. David Cobol, réchauffement climatique, alors comme le disait Hélène, certes dans le Roussillon on souffre, dans d'autres régions de France. Puis alors après il y en a qui émergent. Là aujourd'hui on a 300 hectares dans les Hauts-de-France. On a un bout de vigne en Normandie. On en a sur l'île de Groix en face de Lorient. Tout ça il y a 20 ans, mais c'était inimaginable. Ou alors que pour exporter en Angleterre. Oui, il y a 40 vignerons en Normandie. Il y a autant en Bretagne et puis les Hauts-de-France que vous avez cité. Je parle aussi d'autres pays qui ne produisaient pas du vin autrefois, comme le Danemark, comme la Suède. La Belgique, la Belgique, oui, de plus en plus. L'Angleterre. L'Angleterre, maintenant, on est à plus de 4500 hectares de vignes, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Il y avait 1500 à peu près. Donc et puis les vins sont très bons, David, on va le dire. Les bulles sont les effervescents, oui. Oui, surtout les bulles, parce que je pense que le climat est un peu humide pour les rouges. Après, ce qu'il faut voir, alors on a un exemple. Chez Nicolas, par exemple, là, j'ai goûté récemment la gamme des vins d'un vignoble qui s'appelle la Bouche des Rois. C'est dans la plaine de Versailles. Étonnant, oui. Et ces vins sont très bons, vraiment très bons. 27 donc, hectares, 25 donc la modification hectares. climatique nuit à beaucoup, mais aide quelques autres. Après, c'est toujours cette histoire, comme Philippe a très bien souligné, cyclique. C'est-à-dire qu'on a connu d'autres périodes où les choses étaient très compliquées, soit des ères glaciaires, soit des périodes très sèches. Et on sait que la vigne est une plante très résistante. Mais quelle vigne ? Parce que le problème en France, tel que je le perçois, c'est que la loi sur les appellations contrôlées est trop figée. Donc on empêche les gens de planter des cépages qui peuvent résister à des conditions extrêmes. On commence à ouvrir des petites brèches à titre expérimental. On n'est pas obligé d'être en AOP non plus, David. Non, on peut sortir des AOP et d'ailleurs, on le voit, de plus en plus de vignerons sortent des AOP. Hélène, en 20 ans, il y avait déjà des véganes, des bio, des biodynamiques à l'époque, il y a 20 ans ou alors au contraire, ça s'est développé au fil des années récemment là. Il y en avait sur le Larzac. Voilà, il y en avait, mais je pense que d'une manière générale, la conscience écologique était beaucoup moins éveillée qu'aujourd'hui. Et qu'on s'est enfilé des hectolitres de cochonneries sans s'en rendre compte. On n'est pas mort pour l'instant. C'est pas mon cas. Je pense que vous avez aussi bu beaucoup de pesticides comme tout le monde, David. Moi, j'adore les pesticides. Et heureusement, c'est pour ça que je Nous, on viens vous ici adore, bien. David. Heureusement, on s'est rendu compte qu'il y avait moyen de faire d'excellents vins en
en abaissant les doses. Et puis effectivement, après, ça peut aller jusqu'à des extrêmes comme le vin vegan où il faut pas utiliser un cheval pour labourer parce que c'est de l'exploitation animale. Oh, ça, c'est de Là, la connerie, ça va ça. un peu trop loin. C'est On de la est connerie, bien d'accord. faut le dire. Philippe Forbrac, voilà, donc l'exemple du cheval, tout ça, ça fait 20 ans qu'on en parle. Hein. Oui, il y a un vrai mouvement à la fois de prise de conscience, certainement, mais aussi d'envie de changer de génération, on le voit à chaque fois. Et donc là, aujourd'hui, on est dans cette phase-là. C'est louable Oui, bien de sûr. faire les choses plus naturellement. Sauf que le vin, on en reparle souvent, c'est pas un produit naturel. Si on laisse faire la nature, on n'arrive pas à faire du vin. On a du vinaigre. On fait du vinaigre. Et la vigne, Voilà. elle Donc grandit, il faut elle grandit, l'accompagner. elle grandit. Et savoir l'accompagner avec des produits qui ne sont pas des produits de synthèse, d'origine chimique, etc., mais trouver des produits dans la nature qui peuvent remplacer effectivement les insecticides, les pesticides ou autres pour accompagner la vigne et le raisin et le vin ensuite, c'est louable. C'est pas gagné encore. J'espère qu'on va y arriver parce que franchement, ça serait mieux pour la Après, je dirais la que planète. tout ce qui mais est dans la clairement, nature, c'est dans n'est- ce sens-là. tout ce qui est dans la nature n'est pas nécessairement bon. La manette phalloïde, c'est un produit naturel. Oui, bien sûr, bien sûr. Aller vivre en Amazonie, c'est pas simple non plus. Ça, il y a quelques Bigales, un bon petit tartare de Bigales. Voilà. David, il y a 20 ans, tout ça, vos copains, là, biodynamie, tout ça, vous étiez Alors, déjà contre eux ou ils n'existaient pas? Moi, je ne suis pas un fervent de la biodynamie. La biologique, pourquoi pas? Je pense qu'il faut être extrêmement raisonnable et respectueux de la terre et de la santé, non seulement des plantes, mais des gens qui travaillent la vigne. Ça, c'est essentiel. Donc, je suis contre la surconsommation de tout produit phytosanitaire, herbicides, etc. Mais je ne suis pas nécessairement un fanatique de bio. Je pense que ce n'est pas une panacée. C'est une bonne direction, mais ce qu'il faut, c'est d'avoir une réflexion globale sur l'impact sur la terre, sur les plantes et sur les hommes et les femmes qui travaillent. Mais pas simplement dire bio c'est bon et le reste c'est mauvais. Ça, Ouais. c'est stupide. Voir Il nature. ne faut c'est pas encore- opposer l'un contre Non, l'autre. exactement. Il y a des C'est- bons des deux côtés. Quoi. On est d'accord, et bio n'a jamais été une garantie de qualité et de plaisir dans la bouteille. Ah non, on est absolument entièrement pas. d'accord aussi. Il y a d'excellents vins qui sont faits de façon, comme on dit, conventionnelle, c'est-à-dire à l'ancienne, on va dire, c'est-à-dire non bio. Et puis il y a aussi des piquettes en bio. Ah oui, des Enfin, piquettes et buvables, l'inverse, hein. c'est vrai. Il Ouais. y a des choses merveilleuses en biodynamie. Voilà. Hélène, il y a 20 ans, le rosé existait déjà ou pas? Alors le rosé existait, Il a avait toujours pas, existé. il n'avait pas l'explosion qu'il y a eu ces dernières années, mais qui va de pair avec le fait qu'on boive autre chose, hein, l'explosion du gin, de la tequila, du mezcal qu'on voit depuis quelques années. Mezcal. Tout ça avec va modération, ensemble. mais néanmoins, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a quand même une explosion. Oui, il y a un vrai basculement, effectivement, mais ça va avec le rajeunissement dont on parle depuis le début du week-end. David Cobol, vous, il y a 20 ans, vous aimez pas le rosé, 20 ans après, vous l'aimez toujours pas, non? Ça n'a pas beaucoup changé en ce qui me concerne. non. Philippe Forbrac, le rosé, comme le confirme Hélène, hein, c'est devenu un truc stabilisé, quoi. L'approche technique, la gestion du froid, notamment l'oxydation maîtrisée, plus de fruits, Ouais, ça des donne couleurs des plus trucs, légères, très etc., sympas, quand même. ont rendu le rosé à la fois plus buvable et plus fun. David Cobol, est-ce que le bouchage a évolué en 20 ans des bouteilles? Malheureusement, pas assez. Je dirais que la plus grande invention en France, c'est l'invention du Diam. Enfin, c'est une marque française d'ailleurs, qui est le liège salue, déconstitué Dominique et Tournex, son recollé. directeur Oui, général. oui. Parce que ça empêche le problème du goût de bouchon. Malheureusement, les consommateurs sont à la traîne par rapport à la réalité. Ils considèrent qu'un bon vin doit avoir un bouchon en liège. Pour moi, le bouchon en liège, c'est danger, méfiance. Conservation médiocre et variable. Goût du bouchon, peut-être 1 ou 2% maintenant. Autrefois, c'était 7 à 8. Donc, capsule à vis, bouchon en verre, tout ça, c'est beaucoup mieux. Capsule à vis, bouchon en verre, vous êtes d'accord, Hélène, ou pas? Oui, je suis d'accord. Je pense qu'on va assister à à une évolution plus rapide sur les bouteilles elles-mêmes, sur les étiquettes aussi, où on fait des choses avec des encres qui laissent moins de traces durables dans Et la le poids nature, des etc. bouteilles. Le poids des bouteilles, Absolument. Des les cartons. matières. Récemment, on a vu apparaître des bouteilles en lin que j'ai trouvé assez intéressantes. Des bouteilles en lin? Oui, Absolument. en Il n'y a pas fibre de de lin. fuite, il n'y a pas de problème, là Non, parce qu'en fait, il y a une technique qu'on va pas développer ici, on n'a pas le temps, mais C'est un secret. voilà, Ouais. je pense que ça va évoluer plus vite. J'espère en tout cas que le bouchage Je effectivement constate stagne. qu'il y a une union des pays nordiques, dans le Danemark, le Suède, tout ça, qui milite contre les poids des bouteilles. Et toute la filière logistique est sous contrôle aujourd'hui. Alors qu'à l'époque, Philippe Forbrac, c'était une bouteille lourde, C'était c'était signe gage de qualité. quoi. Ah oui, c'est- oui. voilà, et on justifie le prix élevé avec des voulait bouteilles en un peu plus imposer haut de à gamme. Oui, mais Ah oui, en même temps, Aujourd'hui, c'est contre la nature. il faut que les verriers bougent là-dessus, parce qu'on a interviewé récemment un vigneron alsacien qui voudrait faire une bouteille légère et qui peut pas. Bon, Verrier, bougez-vous les popotins. Merci Hélène Pio, Philippe Forbach et David Cobol. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité. Il est formidable, il s'appelle Guillaume Gomez.